Sortis sur arcade respectivement en 1985 et 1988, les jeux Ghosts and Goblins et Ghouls and Ghosts ont marqué des générations de joueurs par leur grande difficulté et la richesse de leur univers. Ils ont aussi impressionné et influencé beaucoup de développeurs de jeux sur console et micro-ordinateurs. Fire and Brimstone fait partie de ces jeux hommages, devant beaucoup de classiques de Capcom. Les possesseurs de micros tenaient-ils là un nouvel incontournable de la plateforme hardcore ? Les apparences peuvent être trompeuses. En 1990, la société Vectordine, fondée l'année précédente par les Anglais Steve Back et Tim Coop, sort Fire and Brimstone, littéralement feu et soufre, sur les ordinateurs Atari puis Amiga. Développé à l'origine pour le compte de Firebird Software, le jeu sera finalement distribué par Microprose UK suite au rachat du label par celui-ci. Le joueur y dirige le dieu Thor dans sa quête pour libérer 4 contrées, inspirées de la cosmogonie nordique rappelée dans le manuel du jeu, et menacé par le joug de la maléfique Hel, déesse de la mort et des plaines glacées. Accueilli par la musique d'intro rock'n'roll composée par David Whittaker, qui semble répondre à l'illustration de la jaquette du jeu, le joueur débutera sa mission alors que Thor quitte son logis en Asgard. Il traversera tout d'abord les mondes boisés d'Alfheim et Vanheim, puis sera confronté aux pièges retors des cavernes souterraines de Nidavellir et au brasier éternel de Muspel, avant d'atteindre Niflheim, le domaine de Hel. Au cours de son périple, il devra faire face à une multitude de créatures belliqueuses, plus ou moins résistantes à ses attaques, sans compter les habituels boss de fin de niveau. L'ensemble des graphismes a été réalisé par le designer Chris Sorrell, artiste du pixel et futur créateur de Medieval. Malgré une palette limitée, la richesse des décors et la fluidité de l'animation seront très appréciés des joueurs et testeurs lors de la sortie. Chris Sorrell restera très fier de ce titre, même s'il regrettait déjà à l'époque l'absence de scrolling, le jeu étant découpé en une succession d'écrans. En effet, il ne s'agissait pas d'un pur jeu de plateforme, mais plutôt d'un jeu de plateforme réflexion où chaque écran nécessitait une logique spécifique pour progresser. Ainsi, par exemple, le troll bleu invincible du premier écran ne devait pas être attaqué pendant son sommeil, sous peine de mort immédiate. D'autres ennemis, comme la sorcière lanceuse de sorts modifiant la vitesse du héros ou inversant temporairement les commandes de direction, devaient être approchés avec circonspection. De même, un chevalier rouge pouvait être évité ou vaincu au combat au prix de va-et-vient intense au joystick et de la perte d'un peu d'énergie. Thor disposait en effet d'une jauge d'énergie lui permettant d'encaisser quelques coups et projectiles ennemis, mais pas de survivre aux nombreux pièges mortels cachés dans les décors. Pour se défendre, le dieu nordique pouvait lancer horizontalement des boules de feu, des masses d'armes, des globes de glace ou son fidèle marteau Mjolnir, si toutefois il parvenait à les découvrir dans les niveaux. Ne pouvant transporter que 2 armes à la fois, c'était aux joueurs de choisir lesquelles privilégier en fonction de l'architecture des lieux traversés ou de certaines faiblesses chez les ennemis rencontrés. Le feu, par exemple, n'était d'aucune utilité contre un golem brûlant. Le bestiaire, composé d'une 40aine d'ennemis différents volants ou rampants, pouvait se répartir en 3 catégories distinctes. Ceux arrivant par vagues aléatoires et continues, par voie aérienne ou terrestre, et qui poursuivaient Thor d'un écran à l'autre s'il ne s'en débarrassait pas la première fois. Ceux qui n'apparaissaient qu'une fois par partie et qui restaient vaincus une fois pour toutes. Et enfin les ennemis et pièges scriptés qui réapparaissaient et se réinitialisaient à chaque affichage d'écran. Autant de comportements différents à prendre en compte et dont il fallait se rappeler pour survivre à chaque monde traversé, y compris lorsqu'une mort inopinée faisait revenir le joueur à l'écran précédent. La tâche était d'autant plus ardue que chaque niveau se concluait par un boss. Venir à bout de ces gardiens nécessitait une stratégie et un placement très précis. La magie blanche avait aussi sa place dans l'aventure, puisqu'il était possible, et souvent indispensable, d'utiliser les potions lâchées par les oiseaux ou certains ennemis vaincus. La potion dorée permettait temporairement de sauter plus haut, la bleue de créer un pont magique au-dessus des obstacles, la rouge d'invoquer la foudre pour blesser tous les ennemis présents à l'écran, et la blanche d'éclairer des pièces sombres, révélant parfois la solution de puzzles autrement infranchissables. Là encore, la réflexion était de mise, puisqu'il n'était pas possible de transporter plus de 2 fioles à la fois. Les aptitudes procurées par ces potions étaient très souvent mises à contribution pour atteindre les 4 fragments de clés disséminés au travers des niveaux, et dont l'emplacement changeait à chaque partie. Compléter cette clé était indispensable pour changer de monde, et éviter d'être renvoyé au début.
Un des fragments était systématiquement caché dans les ruines de certains bâtiments, où il était possible de rentrer en mettant brièvement le joystick vers le haut, au bon emplacement. Une subtilité du gameplay certainement à l'origine de beaucoup de crises de nerfs, puisqu'elle n'était pas explicitement indiquée dans le manuel. Comme tout jeu de plateforme digne de ce nom, Fire and Brimstone recelait également une bonne quantité d'objets bonus, plus ou moins cachés dans les décors. Les ankhs égyptiennes procuraient une vie supplémentaire. Les livres, invisibles à l'œil nu, devaient être révélés à l'aide d'un tir bien placé et fournissaient vie et énergie. Les montres, plutôt rares, rendaient Thor invincible contre un nombre limité de projectiles. Fruits et anapes enchantés redonnaient de l'énergie, mais parfois de façon sournoise, après avoir fait dangereusement chuter la jauge. Enfin, les multiples trésors ajoutaient des points au score global. Le plus décevant dans le jeu était en fait l'absence de confrontation directe avec la malfaisante Hell. Son niveau n'étant composé que de 3 écrans d'énigmes dont il était très facile de venir à bout si l'on avait auparavant conservé l'équipement adéquat. À la manière de Ghosts & Goblins, le joueur devait ensuite retraverser les 4 niveaux en sens inverse pour retourner chez lui sain et sauf. Chacun d'eux comprenait alors des environnements différents, de nouvelles énigmes et des challenges plus ardus. En fait, si le jeu était indéniablement dur, et surtout à partir du 3e niveau où le chemin était piégé presque à chaque écran, il n'était pas pour autant insurmontable. Le gameplay bien rodé une fois qu'on en avait compris les mécanismes et le maniement du personnage ne pouvait que rarement être mis en défaut, à l'exception d'une poignée d'énigmes très frustrantes comme la salle des puits sans fond qui interrompait carrément la partie en cas d'erreur et relevait certainement d'un pur sadisme de la part des programmeurs. Afin d'aider les joueurs à connaître par cœur les niveaux, les développeurs avaient néanmoins implémenté un système de sauvegarde automatique de la progression, permettant de reprendre une partie dans n'importe quel monde déjà terminé, sans incidence sur la fin du jeu. Celle-ci, dans la grande tradition des jeux d'alors, était plutôt décevante puisqu'on y voyait simplement Thor rentrer chez lui après avoir adressé une discrète courbette à destination du joueur qui l'avait accompagné dans ses aventures. Si sa grande difficulté n'a peut-être pas fait de lui un incontournable de la période Atari-Amiga, Fire and Brimstone garde encore une place dans la mémoire de certains joueurs par la beauté de ses graphismes qui en ferait presque oublier sa quasi-absence de musique in-game. Dernier titre signé Firebird, le jeu ne connaîtra jamais de suite. Le graphiste Chris Sorel, quant à lui, s'attellera aux aventures d'un autre héros, doté cette fois-ci de nageoires, James Pond.